Il est l'une des icônes de la bataille contre la hausse du tarif de l'électricité depuis que cela lui a valu un emprisonnement après une manifestation devant le palais présidentiel. Il s'appelle Babacar Diop donc. Bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes enseignant, chercheur au département de philosophie de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 2013, maître de conférences titulaire et avant, en 2011, vous aviez obtenu votre doctorat en philosophie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre séjour à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss de Dakar a fait l'actualité parce que vous avez dit être victime de violences de la part de surveillants de prison. On va y revenir. En attendant, racontez-nous ce séjour du début à la fin. Le 4 décembre 2019, quand vous avez débarqué dans cette prison, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe dans cette prison? Bonjour, c'est l'occasion de vous remercier de cette invitation et vous dire tout le plaisir que j'ai d'être dans ce studio en face de vous parce que je juge que cette émission est l'une des plus grandes tribunes politiques de notre landerneau médiatique parce qu'elle nous permet de débattre avec vous, d'échanger avec vous, mais surtout à travers vous avec le peuple sénégalais. J'espère que nous aurons simplement un débat utile, un débat sincère pour le plaisir et le grand bonheur du grand public qui nous écoute. Oui, Rebeuss, je l'ai déjà dit et exprimé, de l'entrée à la sortie, il n'y a que la violence. Le prisonnier ne rencontre que la violence. Quand je suis arrivé le 4 décembre à Rebeuss vers 19h30, on m'a accueilli comme si c'était au Parc des Princes, les supporters du Parc des Princes. Ici c'est Paris, mais on m'a accueilli, ici c'est Rebeuss. Vous parlez trop, vous parlez dans les médias, mais vous allez voir. J'ai été victime de 2 agressions. La première agression, c'est ma première nuit. Et j'ai été agressé le vendredi 20 vers 10h30 par les gardes pénitentiaires de Rebeuss. Et ce sont des faits que je raconte. Et elles ne sont pas contestables. Et quand je parle de cette affaire, ce n'est pas pour moi. Je parle parce que je veux avertir l'opinion sur ce qui se passe à Rebeuss. La violence de Rebeuss, la dignité humaine qui est bafouée tous les jours de manière permanente à Rebeuss, les geôliers qui frappent les prisonniers tous les jours, les geôliers qui giflent les prisonniers, qui insultent les prisonniers, qui piétinent les prisonniers tous les jours. Et je vous dis, la violence, ce n'est pas simplement cette violence des geôliers sur les prisonniers, mais les conditions carcérales en tant que telles constituent une violence inacceptable dans une société civilisée, dans une société démocratique. Tenez-vous bien, vous pouvez avoir dans une chambre plus de 200 personnes qui partagent une seule toilette. Lorsque je suis arrivé, on m'a amené à la chambre 1. À la chambre 1, vous y trouvez plus de 200 personnes qui partagent une seule toilette. Dans ces conditions-là, je pense que ces conditions-là ne sont même pas dignes pour accueillir des animaux. Au-delà, après cela, vous pouvez avoir dans des chambres 10. Encore que dans la chambre numéro 1 de Rebeuss, que j'ai eu à visiter il y a plusieurs années, les conditions sont encore meilleures que dans beaucoup d'autres chambres d'ailleurs. Effectivement. Hein. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit à la chambre 10, où vous pouvez avoir des gens qui restent debout toute la nuit, ou des gens qui restent des jours sans se laver. Autre violence aussi à Rebeuss, les longues détentions. Et j'ai eu à raconter que personnellement, j'ai assisté à une scène à la chambre 1 où on a fait circuler une liste demandant à ceux qui depuis 2013 et 2014 n'ont pas été entendus par un juge d'inscrire leur nom. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que certainement ces prisonniers-là, leurs dossiers ont été perdus. On en rencontre beaucoup à Rebeuss qui vous disent « mon dossier, il est perdu ». Oui, parce que si on fait circuler une liste pour dire que ceux qui sont ici depuis 2013 et 2014 et qui n'ont pas été entendus par un juge d'inscrire leur nom, ça signifie que ce dossier-là a été perdu. Cela signifie simplement cela. Ça aussi, c'est la conséquence des conditions de travail des magistrats dans les palais de justice, dans les cabinets d'instruction aussi.
Très peu de juges, beaucoup d'affaires, beaucoup de dossiers. Bien sûr, les magistrats ont leurs responsabilités. Dans ce pays, si vous n'avez pas une voix forte, vous n'êtes pas entendu, on ne s'occupe pas de vous. Certainement, ceux qui ont une voix forte, des avocats, et c'est ceux-là, ce sont ces dossiers-là qui sont diligentés. Les autres, les faibles, qui n'ont pas d'avocat, parce que la plupart de ceux qui sont à Rebeuss n'ont pas de voix, n'ont pas d'avocat, souvent on oublie leur dossier. À Rebeuss aussi, il y a un autre phénomène, c'est ce que j'appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est quoi? C'est que l'administration pénitentiaire fait travailler les prisonniers et sans rémunération. Moi, personnellement, des prisonniers m'ont dit... Quel type de travail? Ça veut dire les prisonniers ont construit le nouveau bâtiment R+1 de la fondation. On construit le nouveau bâtiment de la fondation, donc à l'achèvement de ce bâtiment, et n'ont reçu que 30 000 francs. Ça, c'est de l'exploitation. Parce que je dis toujours, si l'État a un projet de construction d'un bâtiment, certainement un budget a été dégagé. Où se trouve ce budget-là? Pourquoi on a fait travailler ces gens-là sans rémunération? Et ces gens-là n'ont pas été condamnés. Ils ne sont pas frappés de travaux forcés. Non, ils n'ont pas été condamnés. On ne peut pas les faire travailler sans rémunération, et ça existe tous les jours donc à Rebeuss. Donc, pour vous dire que, et je le dis, derrière ce mur qui fait face à la plus belle corniche de Dakar, la société donne en offrande ses propres enfants pour expier ses propres péchés, et cela n'aime personne, et personne ne dit rien. La situation de Rebeuss nous interpelle en tant qu'intellectuels, nous interpelle en tant que société démocratique et civilisée, interpelle tous les droits de l'homme, interpelle les députés, interpelle les organisations de la société civile. Est-ce que les prisonniers, ils ont faim, ils sont malades? Oui, au niveau de l'infirmerie, il n'y a presque rien du tout à ce niveau. Et la prise en charge donc n'est pas ce qu'elle devrait être, et c'est pourquoi vous voyez, on entre à Rebeuss en bonne santé et on sort de Rebeuss sur une fauteuil, donc sur un fauteuil roulant. On l'a vu tout dernièrement, on a vu des gens quitter Rebeuss aussi pour aller se suicider. À Rebeuss, il y a des fous. Donc il y a toute cette violence. Ce qui est arrivé de manière particulière maintenant avec ces gardes pénitentiaires, ils m'ont insulté de mer. Et ça, c'est le fameux incident survenu le jour même de votre... la veille de votre sortie de prison. Vers 10h30. Et quand ils m'ont insulté, je leur ai dit que ne répétez plus cela, parce que ça ne passe pas avec moi. Et parce que des insultes à Rebeuss, c'est une affaire très banale. Et je pense qu'ils ont pensé que c'était d'abord déjà une défiance le fait de dire que ne m'insultez plus. Et ils m'ont abreuvé d'injures. Et j'ai répondu, ils m'ont agressé. Et aujourd'hui, mes avocats ont déposé une plainte avec constitution de partie civile. J'espère que la justice sera faite. Sur cette affaire, voici la version de l'administration pénitentiaire dans ce qui est arrivé et qui vous a poussé à porter plainte. L'administration pénitentiaire dément toute agression physique dont vous serez victime durant donc votre incarcération à la maison de correction de Rebeuss. Dans un communiqué, elle avait écrit: parmi les 9 placés sous mandat de dépôt pour le même motif que vous avez été le seul à afficher une attitude de défiance, discutant tout le temps le règlement intérieur de la maison d'arrêt. Après vos visites, disent-ils, vous manifestiez au moment de regagner votre chambre une réticence à la fouille corporelle par palpation, arguant que vous êtes professeur d'université, ajoute le communiqué. L'administration pénitentiaire précise que dans la matinée du jour de votre sortie de prison, vous vouliez rejoindre vos visites au parloir sans escorte. Il a été stoppé et réintégré par le responsable du secteur conformément aux articles 100 et suivants du décret 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d'exécution et d'aménagement des sanctions pénales, informe le communiqué. Pour terminer, l'administration pénitentiaire a informé que quand des allégations ont été faites par voie de presse, vous, Babacar Diop, avez été conduit par le directeur de la maison d'arrêt à l'infirmerie de la prison pour examen
corporelle approfondie dont vous pouvez vous-même attester et qu'à votre libération, vous ne présentiez aucune trace de violence, ni blessure, ni contusion. Ce communiqué est un tissu de mensonges et de contre-vérités. Il y a des contradictions flagrantes dans ce communiqué. Et d'abord, le timing d'abord. Des faits qui se sont déroulés le vendredi, vous attendez 5 jours après, 6 jours après pour apporter un démenti. Le timing. Où était l'administration pénitentiaire pendant tout ce temps? Autre chose, dans ce même communiqué, il dit que lorsque ils ont été informés, ils vont conduire à l'infirmerie. On conduit à l'infirmerie quelqu'un qui a été agressé. Si rien ne s'était passé, je pense que le fait d'accepter simplement qu'ils m'ont conduit à l'infirmerie atteste que quelque chose s'est passé à ce niveau. Plus grave, quand il y a eu ces événements à Rebeuss, l'administration a voulu acheter mon silence. De quelle administration s'agit-il? L'administration pénitentiaire a voulu travailler pour me demander de faire taire mes avocats et de ne pas impliquer l'université dans cette affaire en disant que c'était entre nous, il fallait calmer la situation. Et l'administration pénitentiaire vous faites une révélation de est taille. Allée jusqu'à convoquer une certaine presse pour permettre à ces journalistes d'entrer à Rebeuss pour m'interroger. Ce que l'administration pénitentiaire est allée jusque-là. Et un journaliste, quand je suis sorti de prison, m'a dit que vous m'avez privé de quelque chose. Je lui ai dit de quoi? Il me dit j'allais être le premier journaliste à avoir interrogé un détenu. C'était ça le plan de l'administration pénitentiaire. Il voulait quoi? Selon vous, acheter votre silence, ça veut dire quoi? Vous mettre dans de bonnes conditions et que vous calmiez le jeu? Oui, parce que quand il y a eu cette affaire, parce que quand la presse a informé que Dr Babacar Diop a été agressé à Rebeuss, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, réellement. Et ils ont pensé qu'ils pouvaient me demander de faire une déclaration devant ces journalistes sélectionnés pour une petite déclaration de 30 secondes à 1 minute pour dire que je me portais bien. Ça s'est passé à Rebeuss. Et il y a des journalistes que vous pouvez interroger qui peuvent revenir sur cela. Tout ceci montre que quand ils disent que j'ai dit que j'étais professeur d'université, non, c'est pas conforme à la vérité. La vérité, c'est que lorsque des agents ont contesté ma version, j'ai dit au directeur de l'administration pénitentiaire que je suis un professeur d'université, ma parole doit avoir un poids. Je ne peux pas mentir, je n'ose pas mentir parce que je suis enseignant à l'université. J'enseigne donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est dans ces circonstances que j'ai dit au directeur de la maison d'arrêt de Rebeuss que je suis un professeur. Je pense que ma version doit être prise en compte. C'est comme ça qu'on a sorti cette affaire de professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On est passé dessus tout à l'heure rapidement. Votre plainte contre cette administration pénitentiaire, des nouvelles, la plainte, des nouvelles? Oui, la plainte a été déposée par nos avocats. Et ils suivent le dossier. Nous attendons, nous osons simplement espérer que justice sera faite. Cela vous fait quoi d'être élargi, liberté provisoire, et de laisser votre camarade de lutte Guy Marius Sagna derrière les barreaux? Oui, de la peine. Et ma situation est très difficile. Je ne suis pas libre. Je ne serai libre que le jour où Guy Marius Sagna, Fallou Galassek et Ousmane Sarr auront la possibilité de rentrer à la maison, retrouver leur famille, retrouver leurs épouses et leurs enfants. C'est pourquoi, pour moi, nous devons continuer la lutte au sein de Nyon Lank pour exiger la libération de Guy Marius Sagna, Fallou Galassek et Ousmane Sarr et dire de manière claire au président Macky Sall qu'il n'y aura pas de paix
il n'y aura pas de stabilité et de tranquillité dans ce pays tant que ces jeunes resteraient en prison. Il faut les libérer. Nous exigeons leur libération. Nous demandons leur libération et les citoyens doivent se mobiliser. Les organisations politiques et droits de l'homme doivent se mobiliser pour la libération de Guy Marius Sagna, Fallou Galassek et Ousmane Sarr parce qu'ils n'ont rien fait. Et je le dis, je le répète. On peut relever cette phrase contenue dans le fameux communiqué de l'administration pénitentiaire dénonçant vos allégations d'agression. Une phrase quand même qui peut attirer l'attention puisque vous êtes libre, les autres sont toujours en prison. Et pourtant dans ce communiqué, l'administration pénitentiaire écrit « Parmi les 9 placés sous mandat de dépôt pour même motif que Babacar Diop ». C'est très clair, non ? Donc, on libère les uns, on garde les autres. Oui, injuste pour vous, peut-être? C'est injuste, bien sûr. C'est une stratégie cynique de l'État. L'État a été inquiété par la mobilisation des universités. L'État ne pouvait pas résister à la mobilisation des universités. Et cette imbrication ne pose-t-elle pas problème? Vous, certes enseignant-chercheur à l'université publique de Dakar, mais en même temps activiste, homme politique. Je ne suis pas un activiste, oui, je suis un homme politique. Homme politique, d'accord. Et ces imbrications entre vos activités et l'adhésion d'étudiants dont vous êtes peut-être un des enseignants. Non, ça ne pose aucun problème. L'université défend des principes, ne défend pas Babacar Diop. L'université défend des principes. Vous savez, dans une société démocratique, les libertés fondamentales, les droits... Vos collègues étaient dans... Vos collègues du SAES, notamment au syndicat autonome d'enseignement supérieur. Ils défendent le SAES, le SUDES, les étudiants, les enseignants, les intellectuels. Ils défendent des principes. Dans une société démocratique, les libertés fondamentales doivent être protégées. Les droits fondamentaux doivent être consacrés. C'est ça qui garantit une société démocratique. Et dans ces libertés fondamentales... Ce que vous disiez dans votre livre, le feu sacré de la liberté, mon combat pour la jeunesse africaine. Oui. Donc, la liberté de manifester, la liberté d'expression, la liberté de vote, les libertés publiques de manière générale doivent être respectées, doivent être protégées, et sont consacrées par la Constitution, garanties par la Constitution sénégalaise. Donc, je pense que c'est au nom de principes, de valeurs démocratiques que le SAES, le SUDES et les étudiants se sont mobilisés pour me défendre, mais pas pour défendre la personne donc de M. Babacar Diop. Et je pense que aujourd'hui, nous avons été... Comme reproche le juge, participation à une manifestation interdite. Une manifestation interdite par qui? Par un arrêté préfectoral qui n'est pas conforme ni à l'esprit de la Constitution, ni à la lettre de la Constitution. Un arrêté préfectoral qui n'est pas conforme donc aux principes constitutionnels. Je pense que le préfet, à partir de ce moment, est le premier facteur du trouble à l'ordre public, parce qu'ils avaient tous les moyens d'encadrer cette manifestation, nous permettre de faire cette manifestation, aller jusqu'au grille du Palais de la République et déposer donc nos revendications auprès du président de la République et rentrer à la maison, parce qu'on n'a pas été violent, nous n'avons pas cassé de véhicules, nous n'avons pas brûlé des pneus. C'était une manifestation pacifique. C'est pourquoi ceux qui disent que oui, comment un professeur d'université peut participer à une telle manifestation n'ont rien compris. Le professeur d'université est un citoyen. Il est dans les amphis. Je refuse d'être cantonné dans un amphi. Je suis dans les amphithéâtres, mais je suis aussi dans le quartier. Je suis dans la rue. Je suis dans le village parce que je suis un pédagogue social. L'enseignant, le chercheur, l'intellectuel est un dissident. C'est quelqu'un qui prend position. Moi, j'ai un camp, j'ai pris position. Mon camp, c'est le peuple. Ce sont les victimes, ceux qui sont victimes d'une injustice. Les couches défavorisées. À partir de ce moment, je me devais de participer à cette manifestation pour dire au président de la République donc d'écouter et d'entendre la colère populaire, d'entendre la colère populaire, la clameur populaire, et inviter le président de la République à garder les oreilles ouvertes, non pas à la flatterie, mais à la franchise et au discours sincère. Et ici, je voudrais il y a quand même des interrogations
sans doute légitime autour de l'efficacité ou pas de votre combat. Vous, de la plateforme Union Lank, votre combat contre les nouveaux tarifs de l'électricité, et vous faites quelle évaluation d'ailleurs? Oui, ça se passe très bien parce qu'à un moment, on avait pensé dans ce pays que le mouvement social était mort. Aar Lu Ñu Bokk n'arrivait plus à mobiliser. L'opposition n'arrivait plus à mobiliser. Il n'y avait plus de contestation dans le pays. Aujourd'hui, Union Lank arrive à mobiliser les citoyens. Union Lank arrive à résister face à M. Macky Sall. Et je pense que c'est pour moi l'occasion d'inviter M. Macky Sall à entendre la clameur populaire. La vanité et l'orgueil ne doivent pas le pousser simplement à fermer les oreilles. Parce que, connaissez-vous Publius Valerius? Publius Valerius nous a donné une très belle leçon et une très belle leçon aux hommes d'État. Publius Valerius était consul à Rome, consul avec Brutus. Brutus l'Ancien, je ne parle pas de Brutus le jeune qui va tuer César. Publius Valerius, consul, habitait une maison luxueuse, trop luxueuse. Et ses amis sont venus le voir pour lui dire que le peuple le jugeait en faute et que le peuple était très déçu. Il ne s'irrita point. Il eut le courage d'écouter ses amis et la nuit, il demanda à des ouvriers de raser la maison jusqu'aux fondations. Le lendemain, le peuple était ému par l'acte du consul qui se retrouvait sans maison et qui finalement va habiter dans une maison modeste. Et ce que les Romains vont faire, ils vont le surnommer depuis ce jour Publicola, celui qui honore son peuple. Et son nom, Publius Valerius, n'est plus connu par l'histoire. On parle de Publicola, celui qui honore son peuple. On pensait que M. Macky Sall allait être un nouveau Publicola, celui qui s'inspire, qui écoute son peuple, parce que lorsque vous exercez le pouvoir, vous devez avoir la capacité d'écoute. Un dirigeant politique, ce n'est pas quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui dirige. Quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui entend la clameur populaire. Et ce que Enrique Dussel, le philosophe argentin, appelle le pouvoir obédientiel. Le pouvoir obédientiel de celui qui commande en obéissant à la loi, en obéissant à la volonté générale, en obéissant au peuple, mais pas le pouvoir fétichisé de celui qui commande en exerçant le pouvoir sur son peuple, en exerçant la violence sur son peuple. Et nous pensons que M. Macky Sall doit revenir à la raison, écouter son peuple, entendre la clameur populaire. C'est pourquoi les mobilisations doivent se poursuivre. Et aujourd'hui, Union Lank a fait des performances. Le peuple et à l'écoute de Union Lank, et vous avez remarqué vous-même qu'il y a des cellules de Union Lank à l'intérieur du pays, dans la banlieue, dans la diaspora, et je pense que c'est une performance, ce qui montre que le mouvement social n'est pas mort dans ce pays. Maintenant, la Sénélec en tant que telle. M. Fall, nous avons tout donné à la Sénélec. Nous avons donné à la Sénélec nos larmes. Nous avons donné à la Sénélec notre sang, notre vie, notre avenir. De 2005 à 2011, l'État du Sénégal, nous, citoyens, nous avons investi dans cette boîte plus de 800 milliards. En 2011, il y a eu le plan TACAL. Ce plan TACAL a coûté à l'État du Sénégal, aux contribuables sénégalais, plus de 700 milliards. En 2014, il y a eu le plan Yessal qui a coûté presque 300 milliards. Nous avons tout donné à la Sénélec. Et la Sénélec est incapable de répondre à nos besoins. C'est pourquoi nous refusons de verser un seul franc de plus à cette boîte. Nous avons tout fait, ce qu'on devait faire à la Sénélec, et c'est l'occasion de lancer un appel à tous les citoyens en leur disant que dans cette affaire, il appartient au gouvernement de revenir à la raison, de retirer cette mesure, de hausse du prix de l'électricité. On enchaîne avec cette question d'un auditeur du grand jury. Il s'appelle Amadou Kamara. Il vous a interpellé sur la page Facebook d'RFM. Il a écrit: pourquoi avez-vous choisi la confrontation plutôt qu'un dialogue argumenté pouvant déboucher sur des propositions pour trouver une solution alternative, sachant qu'un État ne revient généralement pas sur ses décisions même impopulaires? Que répondez-vous? Dialoguer avec qui? Nous nous sommes réveillés un beau jour et on nous a dit à partir de ce 2 décembre, il y aura hausse du prix de l'électricité. Est-ce que cet État, est-ce que ce gouvernement a échangé avec les populations? Est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Non. Je pense que
dans cette affaire, cette question-là, il fallait la poser au gouvernement, mais pas à nous. Nous résistons. Nous contestons une mesure qu'on nous a imposée sans nous demander notre avis. Nous contestons cette mesure. Nous sommes dans la mobilisation pour contester cette mesure. On ne peut pas nous demander de dialoguer. Dialoguer avec qui? M. Macky Sall ne connaît pas le dialogue, il ne connaît que le rapport de force, il ne connaît que la violence, il ne connaît que l'injustice, il ne connaît que l'utilisation de la force publique contre son peuple, contre des victimes, contre des pauvres, contre des innocents. Et le peuple aussi est victime des mesures donc impopulaires de M. Macky Sall. On ne peut pas nous demander, nous, de dialoguer. Dialoguer avec qui? Dialoguer avec qui? Je pense que si un dialogue doit y avoir au sein de Nyon-Lank, c'est que le Nyon-Lank, comme nous l'avons fait hier, samedi, aller à la rencontre des populations, aller à la rencontre des citoyens, discuter, échanger avec les citoyens, mobiliser les citoyens, informer les citoyens, conscientiser les citoyens, préparer les prochaines mobilisations, parce que les prochaines mobilisations seront décisives dans cette affaire. Le gouvernement reviendra à la raison, le gouvernement reculera, parce que le peuple ne reculera pas dans cette affaire. Et cette jonction entre la plateforme Nyon-Lank, qui, par définition, c'est vous qui l'aviez dit, une plateforme citoyenne, jonction avec maintenant des partis d'opposition, des adversaires du régime de Macky Sall. Ça fait débat. Aucun problème. Lorsque la démocratie est menacée, il doit y avoir une synergie entre la société civile et la société politique. Inside de Nyon-Lank, le débat s'est posé. La presse a même fait état de friction entre animateurs de Nyon-Lank sur un peu même le soutien financier de certains hommes politiques de l'opposition. Il n'y a aucun problème au sein de Nyon-Lank. Cette affaire-là a été créée. C'est une véritable stratégie de diversion et de manipulation. Tout se passe bien au sein de Nyon-Lank. Nous menons nos réunions, notre programme. Nous allons à la rencontre des formations politiques, des membres, des personnalités indépendantes, des membres de la société civile, à la rencontre des citoyens pour les mobiliser autour d'une plateforme. Il n'y a aucun problème. En quoi ça devrait gêner? Les Assises nationales étaient une plateforme citoyenne dirigée par des acteurs de la société civile visibles. Ça n'avait gêné personne. Pourquoi aujourd'hui la présence du PDS devrait gêner? Pourquoi aujourd'hui la participation de Maître Abdoulaye Wade devrait gêner? Si FDS a donné sa contribution lors de la dernière manifestation de Nyon-Lank, en quoi donc la participation de Maître Abdoulaye Wade ou de Idriss Seck ou de quelqu'un d'autre devrait gêner? Non, ceux qui sont dans la société civile ne sont pas plus crédibles que ceux qui sont dans la société politique. Nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes dans un même pays, nous sommes dans un même système démocratique qui est aujourd'hui menacé. Alors dites-nous, votre combat, il est politique ou citoyen, vous, l'opposant qui dirigeait un parti politique, les FDS, Forces démocratiques du Sénégal, fondé en avril 2018. Oui, c'est un combat à la fois politique, citoyen et social aussi. Vous savez, nous ne devons jamais l'oublier que oui, nous devons aller à la conquête du pouvoir, mais sans renoncer à être un parti de combat. Nous, au sein des FDS, nous refusons simplement ce qu'on appelle le parti machine électorale, qui ne s'intéresse qu'aux élections, qu'au choix des personnes qui doivent aller nous représenter au sein des institutions. Oui, il faut construire un appareil politique capable d'aller à la conquête du pouvoir. Mais il y a autre chose. Nous voulons construire un corps de serviteurs publics. Des gens qui ont une haute conscience de leur mission, qui choisissent d'être avec le peuple, auprès du peuple, qui portent les combats du peuple, le combat des sans-voix, des invisibles, de ceux-là qui n'ont jamais pris la parole. C'est ça la vocation des FDS. C'est ça la vocation de l'organisation politique que nous voulons bâtir. Un parti politique. C'est votre projet politique? Oui, bien sûr. C'est notre projet politique parce que nous pensons qu'il faut une rupture fondamentale par rapport à par rapport à la politique traditionnelle, par rapport aux partis politiques traditionnels. Donc, la politique conçue simplement comme une conquête, donc comme la conquête du pouvoir, la conquête de position, de privilèges, donc de place. Cette politique-là, elle doit être dépassée. Oui, il faut
conquérir le pouvoir, mais la conquête du pouvoir ne peut pas être une finalité. La finalité, c'est la transformation. Nous avons un projet de transformation politique, économique, sociale et écologique de notre pays, et nous nous donnerons les moyens avec les jeunes, avec les femmes, avec les cadres, avec les Sénégalais de la diaspora de l'intérieur, à construire un puissant appareil, outil politique qui sera un outil de gouvernement avec un projet alternatif, mais un outil politique aussi de combat. Nous ne devons jamais renoncer au combat, et malheureusement, les partis politiques d'aujourd'hui, surtout ceux-là qui sont dans l'opposition, ont renoncé au combat, sont devenus simplement cette opposition est devenue une opposition de salon et a abandonné la rue, et pourtant l'espoir est dans la rue, la liberté est dans la rue. Les accusations de Barthélémy Diaz, l'opposant et maire de Mermoz-Sacré-Cœur, qui à plusieurs reprises affirmé que de hauts responsables de l'opposition sont de connivence avec le président Macky Sall pour affaiblir les adversaires du régime. Vous dites donc la même chose? Oui, vous savez, je ne dis pas la même chose. Mais en tout cas, la stratégie de l'opposition, moi, me pose problème. Au sortir de ces élections, cette même opposition a contesté les résultats, allant même très loin. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que cette même opposition accepte aujourd'hui d'aller siéger au dialogue national en abandonnant le peuple, en abandonnant le combat du peuple, allant même jusqu'à ne pas s'intéresser aux souffrances du peuple. Et pour moi, ce dialogue politique, c'est l'histoire du coq de Chapon. Connaissez-vous l'histoire du coq de Chapon? L'histoire du coq de Chapon, c'est un cercle vicieux et qui ne finit jamais, où le narrateur commençait toujours par dire « Voulez-vous que je vous raconte l'histoire du coq de Chapon ?» Et quand on lui disait « oui », il dit « je ne vous ai pas demandé de répondre oui ». Quand on dit « non », le narrateur dit « je ne vous ai pas demandé de répondre non ». Il ne va jamais raconter l'histoire. Quand le public se tait, le narrateur lui dit que je ne vous ai pas demandé de se taire. Et quand le public veut s'en aller, le narrateur lui dit « je ne vous ai pas demandé de vous en aller ». Finalement, le public était devenu le prisonnier du narrateur. Nous aussi, nous sommes devenus le prisonnier de Famara Ibrahima Sagna. Nous sommes devenus le prisonnier de ce dialogue politique sans tête ni queue, de ce dialogue politique dialogue qui n'est national, que du bruit, hein? De ce dialogue politique et national qui n'est que du bruit et de la fureur qui accentue simplement la pollution politique dans ce pays qui n'apporte rien. Parce qu'au fond, mon cher Babacar, le dialogue devrait avoir quel objectif? 3 objectifs fondamentaux. Premier objectif de ce dialogue politique, dialogue politique devrait avoir consolider notre système démocratique. Deuxième objectif, institutionnaliser certaines pratiques politiques. Troisième objectif, construire une administration électorale crédible et neutre. Mais ces questions-là ont été prises en charge par les assises nationales. Ces questions-là ont été prises en charge par la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions. La commission Amadou Mahtar Mbow. La commission Amadou Mahtar Mbow, qui a coûté à l'État du Sénégal plus de 700 milliards. C'est pourquoi nous demandons la démission de Famara Ibrahima Sagna. Famara Ibrahima Sagna ne doit pas... La démission de Famara Ibrahima Sagna, pourquoi? Nous lui demandons lui-même de démissionner. Il doit refuser. Il ne doit pas accepter que son nom soit utilisé simplement dans des manœuvres politiciennes, dans une entreprise vouée à l'échec, dans une entreprise sans lendemain. Il a fait une grande carrière. C'est un monsieur honorable. Nous avons un immense respect pour lui. J'irai le voir personnellement pour lui demander de démissionner, parce que ce dialogue politique est un jeu de dupes. Comme dit William Faulkner, c'est du bruit et de la fureur simplement. Un autre auditeur, puisque vous dénoncez l'attitude de certains leaders de l'opposition, un autre auditeur, toujours sur la page Facebook d'RFM, son nom Khadim Bamba Mbaye, il souhaiterait connaître la nature actuelle de vos relations avec Idrissa Seck, le candidat que vous aviez soutenu à la dernière présidentielle. Et oui, Idrissa, nos relations sont bonnes. Et je dois rappeler que nous l'avons soutenu et nous avions investi le candidat Idrissa Seck le 23 décembre à la place de l'Obélisque. Et au-delà de cette investiture, les forces démocratiques du Sénégal s'étaient investies dans la campagne électorale de M. Idrissa Seck.
Au point que je dis bien, si toutes les formations politiques qui étaient dans la coalition avaient le même comportement que nous, je pense bien qu'aujourd'hui, Idrissa Seck serait au second tour. Aujourd'hui, Idrissa Seck serait président de la République. C'est pourquoi nous sommes à l'aise dans la coalition. Son silence vous déçoit-il? Je ne peux pas le dire, mais je ne partage pas la même stratégie. J'attends plus de M. Idrissa Seck, mieux de M. Idrissa Seck. Il ne doit jamais oublier qu'il a eu presque 1 million de voix. M. Idrissa Seck ne doit jamais oublier qu'il est sorti deuxième de la dernière présidentielle. M. Idrissa Seck ne doit jamais oublier qu'il doit être le leader de l'opposition aujourd'hui. M. Idrissa Seck ne doit jamais oublier que les populations fondent beaucoup d'espoir sur lui. Et c'est pourquoi ce que je lui demande, c'est d'être proche des populations, lui aussi de prêter attention aux plaintes du peuple, à la colère populaire, être en mesure de porter ses revendications, d'être le véritable chef de l'opposition. Mais chaque parti a sa propre stratégie. Ce qu'il y a, c'est que nous devons nous voir pour évaluer la dernière présidentielle et dégager des perspectives. Mais la stratégie adoptée pour le moment par M. Idrissa Seck, en tout cas moi, ne me convient pas et je le lui dirai quand nous nous rencontrons. Vous, Babacar Diop, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Thierno Bocoum êtes présentés par le journal LAS de ce week-end comme les personnalités qui incarnent l'opposition radicale à Macky Sall. Cela vous convient-il? Oui, la radicalité, c'est quoi? C'est la contestation d'un ordre politique violent, d'un ordre politique injuste, qui fait que nous refusons de nous compromettre et nous avons choisi notre camp d'être à côté du peuple. Mais la radicalité ne s'arrête pas simplement à la contestation de cet ordre politique. C'est aussi la construction d'un ordre politique nouveau, plus juste, plus conforme aux aspirations du peuple. Et c'est pourquoi, oui, si le journaliste pense que nous sommes dans l'opposition radicale, en tout cas, en ce qui me concerne, nous l'assumons parce que nous pensons que l'ordre politique que nous avons aujourd'hui au Sénégal doit être remis en cause, doit être combattu, donc, mais pas le combattre pour le plaisir simplement de le combattre, parce que nous avons eu des alternances dans ce pays, nous en avons eu 2, certains disent même 3, parce que certains considèrent que lorsque le BDS a pris le pouvoir en 1951, c'était la première alternance politique démocratique au Sénégal. C'est pourquoi certains pensent que quand on parle de la trajectoire de la démocratie sénégalaise, nous avons eu trois alternances, mais nous avons eu des alternances sans alternative. C'est pourquoi nous, au sein des forces démocratiques du Sénégal, nous sommes avec le peuple, nous sommes dans l'opposition face au régime de M. Macky Sall, mais nous devons aller plus loin, construire un ordre politique nouveau, plus juste, plus conforme aux aspirations du peuple sénégalais. Vous êtes enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La situation des universités publiques, comment vont-elles aujourd'hui? Quel est votre diagnostic? La situation, elle est catastrophique. Elle n'est pas bonne. Elle est très, très, très inquiétante. Je dois rappeler qu'en 2013, M. Macky Sall avait convoqué les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Animé par et dirigé par Souleymane Bachir Diagne. Effectivement. Il y a eu aussi les assises sur l'éducation. Ces 2 concertations avaient pour objectif de fonder une nouvelle école stable et performante. Et l'État, le gouvernement, avait pris des engagements d'investir beaucoup de moyens pour prendre en charge les problèmes que rencontrent l'école et l'université sénégalaise. Si nous prenons l'enseignement supérieur, simplement, le gouvernement avait pris l'engagement d'injecter entre 2013 et 2019 430 milliards. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Aujourd'hui, les chantiers de l'université Amadou Mahtar Mbow n'ont pas été livrés, de Diamniadio. Les chantiers de l'université Alioune Diop de Bambey n'ont pas été livrés. Tout dernièrement et jusqu'à présent, les étudiants sont dans la rue.
les chantiers de l'université El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack n'ont pas été livrés. L'université est éclatée sur 3 régions, Kaolack, Fatick, Kaffrine. L'université Niass de Kaolack. De Kaolack et l'université Alassane Seck de Ziguinchor aussi n'ont pas été livrés. Et cela montre qu'aujourd'hui que nous avons des problèmes sérieux et autres problèmes sérieux qui doivent attirer notre attention. Comment au Sénégal, on a regardé jusqu'à permettre aujourd'hui à ce que l'UVS devienne la 2e université du pays. L'université virtuelle du Sénégal. Qui accueille 42 000 étudiants. C'est un scandale. Et cela n'aime personne. C'est un scandale. Ce sont des générations qui sont sacrifiées dans l'UVS. Il aurait fallu demander à ceux qui nous gouvernent d'y envoyer leurs enfants. C'est un scandale et cela n'aime personne. Les étudiants, les parents d'élèves, le peuple sénégalais doit se mobiliser. On ne peut pas, parce que à ce rythme, dans les prochaines années, l'UVS va être la première université du pays. C'est un scandale, c'est irresponsable. Avec des enseignements à distance. Effectivement. Mais les pléthores, vous êtes maître assistant titulaire, vous donnez des cours à l'université de Dakar, l'université publique. Quand dans votre département de philosophie, de la faculté des lettres et sciences humaines, quand on a 1700 étudiants en philo en première année, c'est assez impressionnant. N'y a-t-il pas problème ? Oui, c'est impressionnant. Pour une matière qui n'est pas une matière aussi attrayante, 1700 étudiants en première année. Elle est attrayante, mais ce qui se passe au département de philosophie, c'est ce qui se passe dans tous les autres départements de la faculté des lettres et dans toutes les autres facultés. La faculté des lettres va bientôt atteindre 40 000 étudiants. C'est ça aussi. Donc la situation, nous avons reçu presque 12 000 étudiants, 12 000 bacheliers. Donc cette année-ci à la faculté des lettres. Ça montre quoi? Ça montre que l'État devait construire des infrastructures. Il ne l'a pas fait. L'État devait recruter un personnel conséquent. Ça n'a pas été fait. L'État devait recruter aussi des enseignants. Cela n'a pas été fait. Et d'après l'UNESCO, le ratio normal du taux d'encadrement devait être un enseignant sur 26 étudiants. La moyenne au Sénégal, c'est un enseignant 60 étudiants. Et à la faculté des lettres, on a dépassé un enseignant sur 150 étudiants. Voilà la situation que vivent nos universités. Et pendant ce temps, l'État du Sénégal s'est permis de construire une arène nationale à hauteur de 30 milliards. Pendant ce temps, l'État a investi sur le terre 1200 à 1600 milliards. L'État a construit le centre international Abdou Diouf à hauteur de 80 milliards et le centre l'Arena Stadium à hauteur de 50 milliards. Et si nous prenons maintenant le cycle moyen secondaire, ce cycle-là aussi, la situation, elle n'est pas bonne. Elle est très, très, très inquiétante. Parce qu'en 2019, aujourd'hui encore, nous avons des abris provisoires. Nous avons plus de 6000 abris provisoires. Donc, ils disent avoir drastiquement réduit le nombre d'abris provisoires sur l'étendue du territoire. 6639 abris provisoires. 6639 recensés en 2019. Et tenez-vous bien, le budget du Haut Conseil des collectivités territoriales est à hauteur de 8 milliards 640 milliards. Et avec ce budget, on pouvait construire 1600 salles de classe chaque année. Ce budget mobilisé pendant 4 années pouvait nous permettre de régler définitivement le problème des abris provisoires. Mais ce sont des choix politiques catastrophiques adoptés par le gouvernement de M. Macky Sall qui n'accorde pas une importance à l'école. Et pourtant, l'école, elle est importante dans un système démocratique. On ne peut pas construire ce pays sans l'école. Et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous les enseignants de ce pays, de rendre hommage aussi aux universitaires de ce pays. Ils forment les futurs cadres de ce pays et c'est eux qui garantissent l'égalité des chances. Parce que si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai eu la chance de fréquenter une école publique. Nous devons protéger l'école publique et gratuite. Nous devons protéger une université publique et gratuite. Alors, vous recevez à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar 12 000 nouveaux bacheliers. Je parlais parce que quand j'ai regardé que au département de philo, il y a 1700 étudiants en première année, et souvent des étudiants qui sont là-bas parce qu'ils n'ont plus le choix. Oui, c'est en quelque sorte un plan Z pour eux que d'aller en philo.
Ce n'était pas leur premier choix. Alors, ces pléthores d'étudiants dans les amphis, et pourtant le gouvernement est revenu sur sa décision d'orienter tous les nouveaux bacheliers dans des instituts privés qui étaient en collaboration avec le gouvernement sur cela. Le fait que le gouvernement revienne sur cette décision, comment vous commentez? Le gouvernement n'a pas de vision claire. Le gouvernement hésite, le gouvernement tâtonne, n'a pas de vision. Pendant un moment, ce même gouvernement avait envoyé les bacheliers dans les universités privées pendant des années. Ensuite, ce même gouvernement a changé de stratégie pour dire que ces bacheliers seront orientés dans les universités publiques sans construire les infrastructures nécessaires pour accueillir ces étudiants. Et comme ce gouvernement est irresponsable, qu'est-ce qu'il fait? La plus grande partie de ces étudiants-là sont envoyés à l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, qui est devenue aujourd'hui la deuxième université publique du pays, ce qui est inacceptable. En termes d'effectifs. En termes d'effectifs. Donc, une manifestation de l'irresponsabilité des gens qui nous gouvernent. Donc, c'est pourquoi je dis que ce gouvernement n'a pas de vision claire et ne connaît pas l'importance de l'école dans une société démocratique. Mais en ce qui concerne l'UVS, je pense que la société sénégalaise, les syndicats, les parents d'élèves, les étudiants doivent se mobiliser. Nous ne pouvons pas accepter que l'UVS devienne la première université publique du Sénégal. On va terminer, Babacar Diop, par une question internationale. Votre soutien à Guillaume Soro, l'ancien rebelle, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, devenu opposant à Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. Soro qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la justice ivoirienne. Vous l'avez soutenu dans une lettre que vous avez publiée il y a quelques jours. Qu'est-ce qui vous lie à Guillaume Soro? Babacar, je suis un produit du mouvement élève et du mouvement étudiant de mon pays, du mouvement étudiant africain. C'est ce qui me lie à Soro. Le mouvement étudiant a beaucoup fait pour l'Afrique. Le mouvement étudiant a beaucoup fait pour notre pays. Et je dis que Périclès d'Athènes avait l'habitude de dire qu'Athènes est une grande école pour la Grèce. De la même manière, je dis que le mouvement étudiant est une grande école pour l'Afrique. Le mouvement étudiant est une grande école pour nos pays. Le mouvement étudiant a produit de grands leaders. Si nos universités sont encore debout, si aujourd'hui l'État octroie des bourses aux étudiants, si des logements sont construits pour accueillir des étudiants, nous le devons aux luttes étudiantes. Et ce mouvement étudiant aussi a produit de grands leaders. De Kwame Nkrumah à Guillaume Soro, en passant par Cheikh Anta et tant d'autres. Parce que Guillaume Soro est un produit du mouvement étudiant africain. C'est pourquoi nous le soutenons au nom d'une conscience, de la conscience d'une génération, et nous avons pris position en disant que Alassane Ouattara s'est engagé dans une aventure suicidaire. Nous lui demandons solennellement de permettre à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire pour pouvoir participer à l'élection présidentielle. Et au-delà de Soro, permettre à tous les opposants, aux exilés politiques de rentrer et d'organiser des élections libres et transparentes. Le dernier mot revient au peuple ivoirien, mais pas à Alassane Ouattara qui doit utiliser la même stratégie qu'utilisée par un monsieur Macky Sall pour sélectionner ceux qui doivent se représenter et ceux qui ne doivent pas se représenter. Ceci n'est pas acceptable et dans les prochains jours, nous développerons une stratégie au niveau national et international pour une mobilisation de la jeunesse africaine pour défendre non pas Guillaume Soro, mais défendre des principes démocratiques. Je pense qu'on a discuté, on a échangé et dans les prochaines semaines, je pense qu'il y aura une mobilisation de la jeunesse africaine pour dire que Guillaume Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire, mais quand nous le disons, nous ne le disons pas pour Guillaume Soro. Non, c'est au nom de principes démocratiques. Au nom des principes démocratiques universels, l'organisation d'élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire, le dernier mot revient au peuple ivoirien. Babacar Diop, merci d'être passé devant le grand jury. Vous êtes maître de conférence, enseignant-chercheur donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, leader du parti politique FDS, les Forces démocratiques du Sénégal. Merci à Abdou qui était à la régie. Restez avec nous, RFM. Les programmes continuent.